ou le son, au moins moi. Alors, donc, du coup, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube pour cette vidéo live consacrée aux restructurations actuelles de l'OM, la stratégie de l'OM, le recrutement d'un directeur sportif, Head of Football, en anglais, c'est ce qu'on dit JHE. Donc, alors, la stratégie, en fait, c'est intéressant de comprendre un petit peu qu'est-ce que veut faire McCourt pour ensuite voir tout ce remue-ménage qu'il y a actuellement et Olivier Piqueux. Enfin, moi, je n'avais pas forcément fait le lien, mais en analysant tout et en lisant les articles et tout, bah, j'ai totalement compris pourquoi Olivier Piqueux. Ce n'est pas encore fait, hein, parce que j'ai vu qu'après, il y a aussi le manager de Saint-Etienne, mais moi, je vais vous expliquer tout ça. Et tu réagiras, Nelson, ensuite, toi, ce que tu en penses. On va débattre parce que, de toute façon, sur chaque sujet, je ne sais pas comme toi ou comment tu vois, mais il y a des fois, moi, j'évolue dans une analyse parce que, en fonction d'éléments, par exemple, sur la vente web, on pourra en parler après. Voilà, moi, j'ai évolué sur ça aussi. Alors, la stratégie de McCourt, c'est quoi? C'est on le sait, il y a un trou financier qui est abyssal, hein, puisqu'il y a moins de 127 millions d'euros cette année et à la fin de saison, plus s'il n'y a pas de vente. Ça, c'est des chiffres qui ont été dits par l'équipe, tout ça, donc c'est des chiffres officiels. Donc, c'est ce trou financier, d'où il vient? Il vient tout simplement des recrutements qui ont été faits durant ces 4 ans avec des joueurs expérimentés très chers, des Payet 30 millions, des Strootman à 25 ou 28 millions, des Mitroglou 15 millions, etc., etc. Je ne vais pas faire toutes les litanies des transferts ratés depuis 4 ans qui ont coûté très cher. Et sauf, bon, Payet, au niveau sportif, c'est une réussite, je pense qu'on est peut-être d'accord sur ça, mais quoi qu'il arrive, c'est 30 millions, et 30 millions, on ne les récupérera pas. À part s'il les avait vendus peut-être cette année en Chine, mais là, comme André Villas-Boas, a priori, ça ne peut pas être définitif là-dedans, on se rappelle de l'épisode Bielsa, et reste, donc s'il reste, les cadres resteront, enfin les cadres, Payet restera. Donc, ça a creusé un trou financier. Et maintenant, l'OM est dans le panade. Donc, la phase 2 du projet de Franck McCourt, de toute façon, soit ils vendent de suite le club, ce n'est pas le cas, puisque voilà, hein, ça serait officiel sinon, ou soit il essaie de faire rentrer de l'argent, parce que sinon, c'est la liquidation judiciaire qui pourrait arriver, même si, d'après ce que j'ai pu entendre sur les médias marseillais, j'avais posé d'ailleurs une question sur le site, hein, avec mon pseudo Pixie Historikovic, si vous le regardez, mais il n'y a pas que moi, mais parce que des fois on est deux, Pixie Historikovic, mais bon, bref. Et du coup, on avait dit que c'est pas possible parce que l'État n'allait pas faire couler le club OM. Maintenant, à l'époque de Tapi, c'est autre chose. Donc, a priori, c'est pas possible. Mais enfin, on peut pas, en tout cas, continuer avec le fair play financier, puisqu'on peut très bien être sanctionné, interdit d'être Coupe d'Europe. Hein, Milan AC a été interdit 2 ans. Hein, donc, moi, j'ai un peu peur que ça puisse arriver. Donc, cette mauvaise gestion a entraîné ça. Et donc, la phase 2, c'est faire entrer de l'argent. Alors, comment faire entrer de l'argent? En licenciant du personnel qu'on n'avait pas trop besoin. Bon, c'est bizarre. La DRH qui est partie, là, qu'on a fait partir. Bon, Zubizarreta, bon, c'est peut-être aussi parce qu'il n'avait pas des compétences en vente, quoi. Plus là, les 4 dernièrement de la formation qui ne s'entendaient pas avec Nasser Larguette. Donc ça, c'est Larguette qui lui aussi, pour faire du trading, pour faire entrer des jeunes dans cette formation et ensuite les revendre, du coup, il faut être dans cette politique-là et a priori, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Donc tout ça explique en fait le post de LinkedIn de Jacques Henriero qui veut un DG financier qui du coup fasse rentrer de l'argent, fasse du trading, enfin le directeur sportif, mais on fait du trading pour faire entrer des jeunes joueurs, les valoriser et ensuite les vendre très cher. Et la recherche d'un DS de football qui soit totalement là-dedans, qui soit dans le trading, dans le scouting, et qui a un réseau. Je comparais un petit peu au moment je crois que c'était Diouf, les premières années où on n'avait plus d'argent, oui, on n'avait pas trop d'argent, et du coup, il avait réussi à faire des recrutements malins avec des joueurs libres ou pas chers. Donc, en fait, c'est ça qu'on va demander au nouveau directeur sportif, avec aucun argent. Enfin, en tout cas, il faut vendre 60 millions et après, on pourra recruter. Donc, on n'a rien non plus parce qu'on ne va pas dépenser des 20 et des 30 millions. Donc, avec très peu de moyens, recruter des jeunes joueurs et ensuite pouvoir les revendre. Donc, voilà la stratégie. Donc, pourquoi Olivier Piqueux? Bon, on va débattre sur ça et après, on fera l'autre thème, Olivier Piqueux. Alors, du coup, comment tu
Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que ça t'inspire? Quelle est ton Alors moi, il analyse? y a un truc qui m'a toujours gêné depuis qu'on a parlé de phase 2, c'est à quel moment est-ce qu'on a acté qu'il y aurait vraiment une phase 2 dans le projet. Tu prends le discours d'Hero. Hero, quand il arrive à la télé pour annoncer sa phase 2, il est déjà sur la sellette pour tous les supporters. On Oui. sait déjà que Zubi est parti. On sait que Zubi a du mal à vendre, ça c'est clair. On sait que l'OM a du mal à recruter et a du mal encore plus à garder certains de ses jeunes. On a quand même un jeune qui va se barrer à Lille dans un projet de trading sous couvert de ne pas avoir eu la proposition qu'il voulait et puis d'avoir essayé de mettre un peu le feu à la direction par les médias. Donc, dans tous les cas qui se présentent, tous les éléments, moi, m'ont toujours fait dire que la phase 2, c'était une improvisation totale de Héros sur le plateau de Rotten pour dire, voilà, on va pas dans le vide, on va dans une direction précise. Et derrière, ils nous pond une belle analyse sur LinkedIn où, en gros, ils nous expliquent qu'on va plus dire DG, mais Head of Business, et on va plus dire directeur sportif, mais Head of Football. C'est ça. Tout en ayant lui-même refusé à Zubi d'assurer le rôle de directeur sportif, puisqu'on le sait maintenant, tous les recrutements étaient gérés par Garcia. Donc déjà, on a un gros problème là-dessus. Puis il y a qu'à voir un truc tout bête. Ce qui m'a vraiment mis sur ce raisonnement-là, c'est la rumeur Sacco à Lyon. Dès que C'est-à-dire, Garcia quelque part, tu as la rumeur Sacco qui arrive derrière, au bout de quelques mois, quelques semaines. Pourquoi? On sait que Garcia, il l'adore. On ne sait pas pourquoi, mais il l'aime bien. On sait que Garcia, il adore les trentenaires. ouais. Du coup, il nous en a mis plein dans le vestiaire. Il aurait voulu d'autres, peut-être, hein, Gervinho. Ouais, voilà. Bon, Gervinho, on y a échappé de près, mais Ouais. au final, quand tu prends la stratégie actuelle, quand on parle de phase 2, moi, j'aurais bien aimé savoir c'était quoi la phase 1 déjà, parce qu'on n'y est jamais arrivé sous le commandement de Garcia. Mais encore pire, si on avait, lorsqu'on a fait la finale d'Europa League, si on avait gagné et qu'on avait été qualifié pour la Ligue des Champions à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait fait? À quel moment derrière on était prêt? Ouais. Je vais revenir juste à ce que tu as dit là pour qu'on avance dans le débat. En fait, moi, je pense que j'ai compris ce qu'ils voulaient faire. Après, ils n'ont pas réussi. En fait, ce qu'ils voulaient faire, c'est recruter des joueurs expérimentés qui puissent s'adapter au contexte marseillais. C'est compliqué d'être au stade Vélodrome. Donc, on reverra peut-être pour le trading après. Pour moi, les jeunes joueurs, c'est compliqué de s'imposer, à part des joueurs qui sont déjà tout formés et qui peuvent éclater. Mais donc, leur but, moi, je trouve que c'était pas trop bête au départ. Disons que voilà, de recruter des Payet, des Mandanda, même Rami, qui la première saison était très bon. Voilà, pour être performant de suite, pour éviter la pression, voilà. Mais par contre, ben, c'était leur objectif. C'est très vite, il fallait décrocher avec des champions pour ensuite faire entrer de l'argent. Et c'est là où ils ont l'échec de la phase 1 du projet. Ouais, je pense que c'est ça. Leur phase 1 est assez compréhensible. Bon, il y a aussi le fait qu'ils ont donné les pleins pouvoirs à Rudy Garcia. Et qui, lui, du coup, n'a pas Après, écouté. moi, je trouve que c'est un peu pratique et pourtant, il suffit de reprendre ma TL sur Twitter, c'est comme ça qu'on s'est croisés. Il suffit de voir à quel point je faisais partie de la team optimiste quand ils sont arrivés. Moi aussi, À quel point j'ai cru en Garcia parce que, mine de rien, il avait fait un beau parcours en Europa League. Mais derrière, Garcia, il est vraiment devenu caricatural, c'est qu'il ne sait plus évoluer. Que ce soit en termes de tactique, de communication, Garcia, il est venu avec toute la poisse qui le caractérisait sur les dernières années de la Roma, avec cette incapacité de nous faire gagner contre des gros. En gros, Garcia, ça aurait été bien pour une phase ventre mou du championnat Project. Alors, je peux t'en parler parce que quand il était à Dijon, moi, je travaillais là-bas au journal Le Bien Public. Et du coup, bon, c'était pas moi qui suivais tout le temps, mais en fait, bon, j'ai déjà interrogé et notamment suivi l'épopée en Coupe de France où il était allé en demi-finale, il était en national à l'époque. Donc, on peut voir des choses quand même, si tu veux. Déjà, avec le recul, hein, je vois qu'au niveau communication, il était vraiment très dur. Hein. C'est qu'il il disait pas grand-chose, il cloisonnait tout. Donc ça, c'était pareil. Par contre, effectivement, comme le Dijon était national, enfin voilà, donc on était à bas niveau.
Là, effectivement, bon, parce que voilà, c'est un tacticien aussi, mais un tacticien avec des limites. Donc, du coup, là, à ce niveau-là, il était vraiment énorme. Moi, c'est pour ça que quand il est arrivé, ben, je trouvais que c'était une super recrue. En plus, bon, je le connais particulièrement parce que j'ai vécu 5 ans à Dijon. Donc, du coup, voilà. Ouais. Et donc, moi, je trouvais que c'est idéal. En plus, il était gratuit. Enfin, tout était vraiment parfait. Mais effectivement, là où bon, Jacques Henriot, bon, s'il connaissait le football, ça se saurait. Du coup, ouais, il lui a donné le plein pouvoir. Donc, les 200 millions que voulait investir McCourt, ben, c'est parti sur lui. Et là, effectivement, comme tu disais, ouais, là, il a peut-être pas, il avait peut-être avant des bons coups, Gervinho, etc., mais il s'est pas remis à jour, quoi. Après, il y a une partie qui est intéressante, c'est que moi, c'est toute cette phase 1 où finalement, c'est là où ça pêche. Sur le chat, on nous dit que l'OM, c'est pas une entreprise américaine, c'est vrai, et en même temps, c'est faux. Le souci de l'OM, c'est que là où la phase 1 et finalement tout ce que dit Hérault, il a pas tort, c'est que l'OM, il a la résonance d'un groupe industriel type Dassault. Pour Ouais. donner l'idée, c'est que ça joue sur toute l'économie d'une région, l'OM. Et derrière, on a confié les clés du camion à un gars qui est arrivé, qui n'a pas respecté son directeur sportif, qui n'a pas respecté son président, puisque quand il s'est barré, on a vu tout le mépris qu'il avait pour l'institution, Ah oui. au-delà de là où il s'est barré. Hein. Mais derrière, on se retrouve dans la situation d'une boîte à qui on a donné des fonds quand même énormes, qui Ah étaient oui. censés avoir ce qu'on appelle en économie la capacité d'absorption pour gérer des gros fonds. On récupère quand même un Strootman qui erre comme une âme en peine à la poursuite de son meilleur niveau. Même si je pense qu'AVB l'a beaucoup plus relancé que ne l'a fait Garcia. Oui, 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 oui. L'esprit, mais on en reparlera. Hein. Mais on a des trentenaires qui sont en perte de repère. Et donc, super difficile à relancer parce que relancer un trentenaire, tu as une saison, pas plus. Tu as quand même un président qui nous a dit qu'on connaissait pas Luis Gustavo avant qu'il le dégote. Ouais, j'ai entendu ça, mais il a quand même été champion d'Europe avec le Bayern, donc je veux Voilà. dire, Et bon, nous tous les deux, on n'est peut-être pas directeur sportif, mais voilà, on va chercher un champion d'Europe, on a les moyens, on va chercher un Luis Gustavo, enfin, on peut le trouver. le seul moment où il perd sa place d'international brésilien, c'est parce qu'il est en défense le jour du 7 ou 8-1 face à l'Allemagne. Oui, C'est il lui fait perdre sa place en sélection et il part avec tout le système de l'époque du sélectionneur brésilien et il se retrouve au placard. Mais derrière, on est quand même face à un président qui, heureusement, au bout d'un moment, va commencer à admettre que, d'une, il savait pas ce qu'il faisait en signant l'échec. Il savait pas ce qu'il faisait en signant les contrats. Tu parles du propriétaire, là, plutôt. Non, je parle du président. Parce que le propriétaire, il est loin. Le propriétaire, en fait, il a laissé les clés à JHE et JHE, il a laissé les clés à Garcia. Oui, à l'époque, tu parles. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est en train de Maintenant, j'ai l'impression que McCourt, il commence à regarder un petit peu parce que il est pas bête. Aux Dodgers, ok, il a siphonné les comptes. Parce que bon, la petite histoire de McCourt et du groupe McCourt avec son divorce payé aux frais des Dodgers, c'était quelque chose dont on nous avait prévenu et que moi, j'avais un peu occulté en me disant, il va tirer des leçons de ses erreurs passées. Là, le problème, c'est que c'est son équipe qui lui fait payer puisqu'il n'arrête pas de mettre des fonds. Ah non, mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas mis des fonds. Il a mis 350 millions d'euros avec le centre de formation. Il a mis des fonds, mais derrière, à un moment donné, moi qui suis à peine auto-entrepreneur, je sais que j'ai déjà vu des petites levées de fonds. Il faut pas 3 ans pour que le mec il toque à la porte en disant coucou, je viens relever le compteur, où en sont les gars. Donc, on l'a fait rêver avec la finale d'Europa League et avec l'ambiance au Vélodrome. L'année dernière, la saison en cours qui est normalement finie, sauf si sauf si Jean-Michel nous l'a fait à l'envers. On ne sait pas, mais au final, tu te retrouves quand même dans la situation d'un gars qui savait absolument pas ce qui se passait dans son équipe, d'un président qui savait absolument pas ce qui se passait dans son vestiaire, et d'un directeur sportif qui a un peu servi à colmater les brèches. Et au moment où le directeur sportif commence enfin à nous sortir des choses un peu intéressantes, on lui dit maintenant on passe à du trading. Et c'est pour ça que pour moi, toute l'histoire de la phase 2, toute l'histoire de la stratégie revente, trading et tout ça, c'est une grosse impro de Hérault qui a dû dire à son proprio, ok, je vous ai pas fait gagner d'argent et puis bon, sportivement, on est loin quand même du compte sur le bilan. Par contre, là maintenant, je vais commencer à vous rapporter des sous. Donc derrière,
ça reste quand même étonnant que Zubi ait été prévenu, je crois, en octobre, il avait dit dans ses interviews, et que jusque maintenant, t'es que piqueux comme résultat de cette recherche. Alors, au-delà de piqueux, au-delà de n'importe qui, hein, on a quand même eu la rumeur Roufeté juste avant. Roufeté, j'ai aucune colère ou aucun ressentiment envers lui, même s'il était dans l'équipe de Valence qui nous vole l'UEFA. Par contre, Roufeté, c'est quand même le gars qui est le directeur sportif du premier non relégable de la Liga. Ouais. Ouais, donc, dans tous les cas, tous les noms qui sont sortis depuis, t'en as aucun qui correspond à une prétendue phase 2 cohérente, correcte, stratégiquement faite de la part de... On va en parler tout à l'heure parce que j'ai étudié le sujet avec Olivier Piqueux. Mais avant de parler de ce thème-là, je voulais revenir à ce que tu as dit pour revenir un petit peu. En fait, moi, quand McCourt est arrivé, bon, on était peut-être tout le monde, on est tellement marre du passé de Margarita ou Dreyfus que dès que quelqu'un arrivait, on pensait qu'on allait retrouver l'Europe et les lustres d'antan. Mais on aurait pu quand même, parce que je pense qu'on avait un budget, bon, certes faible au début, parce qu'on n'était pas en Ligue des Champions et autres, mais on aurait très bien pu arriver à un stade comme le FC Séville, quoi. Tu vois, ouais. le FC Séville qui, avec ce budget-là, arrive à faire des miracles. Bon, pas de suite arriver à l'Atlético, mais pourquoi pas, à la limite, si c'est bien investi. Donc, à FC Séville, ils ont gagné 4 Europa League d'affilée, ou 3, je ne sais plus, 4 en tout. Mais... Donc, avec un budget moindre, mais avec peut-être le même, je ne sais pas, peut-être même moins, peut-être moins d'argent que McCourt, ils ont réussi à construire quelque chose de cohérent. Donc, en fait, d'entrée, le projet, il était morné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut arriver avec des vraies compétences au niveau sportif, quoi. Tu vois, il faut un président qui connaisse au foot. Alors, même malheureusement, maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Et en OM, on peut remonter peut-être presque à Pape Diouf. Parce que les autres, ils ne connaissaient pas grand-chose. Donc, il faut quelqu'un de cohérent, de compétent. Ça, ce n'est pas le cas de Jacques Henriot au niveau sportif. Peut-être au développement marketing et autres, pourquoi pas. Au niveau de ce qu'il a fait au centre de formation, pourquoi pas. Mais au niveau sportif, non. Donc, du coup, le gars, il arrive, il voit Rudy Garcia. OK, ça peut être un bon choix, mais le problème, c'est qu'il lui a donné, du coup, les pleins pouvoirs. Et on prend enfin, c'est Rudy Garcia qui choisit Andoni Zubizarreta. Hein. Parce qu'après, j'ai compris, parce que Luis Campos, il allait signer. Hein. Luis Campos allait signer, c'était le premier choix. Et quand ils ont pris, ils ont eu l'accord de Rudy Garcia, ben, du coup, voilà, il n'a pas voulu de Luis Campos, parce que Luis Campos, il prend quand même de la place. Et il reste 2 ans maximum dans un club, parce que, voilà. Donc, en fait, Zubizarreta, parce qu'en fait, il avait, a priori, d'après les rumeurs qu'on a entendues, il avait quand même des joueurs. Je ne me rappelle plus l'attaquant là, qui voulait prendre. Enfin, il y en avait 2. Il y avait soit Moussa Dembélé, là, qui est à Lyon maintenant, et il y en avait un autre. Je ne me rappelle plus, un qui est au Milan AC. Oh, il y avait Bacca, ouais. Il y avait Bacca, il y en avait un autre. Enfin, il y avait des noms qui, a priori, pouvaient être bien. Dans mon souvenir, c'était quand même la grosse demande de Rudy Garcia, le gros pari où il était sûr de le relancer. Et ça, tu parles de Carlos Bacca, quand même, là, il a Tu crois que ça venait de Rudy Garcia ? Bon, je sais pas. Enfin, bon, ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ça a été vérifié. Les journalistes marseillais, le média marseillais l'ont bien dit, c'est qu'il a refusé, Rudy Garcia a refusé énormément de joueurs qu'a apporté lui. Après, juste pour revenir sur ce que tu as dit, Zoubi, ok, il commençait à recruter malin les 3 dernières recrues qu'il a faites. Mais par contre, il ne sait pas vendre, il ne veut pas vendre. Je ne sais pas si tu as vu les derniers talks de soit du Phocéen ou soit du Football Club de Marseille ou du bar des supporters. Enfin, moi, j'aurais tous les médias marseillais. Là. Et ils en parlaient, ils disaient que lui, il veut pas vendre. Quoi. En fait, lui, c'est pas son boulot. En fait, quand il était au Barça, bah, c'était facile. Donc, lui, si un joueur il veut partir, bon, forcément, il est connu mondialement. Il va pas avoir du mal à le vendre. Et inversement, pour acheter un gros joueur, bon, ok, il va le convaincre, il a peut-être du bagou et un petit peu, il sait y faire. Mais bon, voilà, quoi. Qui veut pas aller au Barça, quoi.
Donc, en fait, comme c'était Pape Diouf d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu à l'époque sur le Phocéen, il avait fait une émission spéciale où il disait c'est que Zubizarreta, ok, très bien pour un grand club, enfin, un grand club, un grand club, mais un grand club actuellement en Europe, quoi. Mais pour l'OM, non, il faut quelqu'un justement de malin qui va chercher des pépites, ce qu'on espère Zubi, tu vois. Après, tu vois, sans t'interrompre, est-ce que c'est pas aussi le projet qu'on lui a vendu? Parce qu'on parle de stratégie depuis tout à l'heure, la stratégie actuelle, elle a changé. Moi, j'ai l'impression de revivre le projet Dortmund de la Brune. Parce que le premier projet était une sorte de Barça français. On prend Zubizarreta qui sait gérer la Masia. On lui vend les qualités de notre centre de formation. Au final, on les a tous virés maintenant. Nasser Larguet, il est arrivé un peu tard dans l'affaire. Mais pourtant, avec la même volonté que sur la phase 1 du projet où on ratisse auprès de tous les clubs de jeunes de la région parce qu'on a quand même un vivier extraordinaire. On réunit tout le monde sur les équipes de jeunes, on les fait monter en équipe première parce que de toute façon, l'équipe première, c'était composé de trentenaires qui allaient devoir à un moment donné passer en mode... Bonjour, on t'écoute. Il y a juste Olivier qui rentre, donc il va pouvoir aussi intervenir. Sur nickel. Tu vois, donc c'est un peu le projet, le Barça du sud de la France qui lui est vendu à Zubi. Derrière, El Sorbo va taper des bouts de chandelle pour faire venir certains joueurs. Le transfert de Rongier, économiquement et administrativement, c'est une honte. 15 millions, c'est pas non plus. Non, mais au sens où économiquement, vu que tu le fais tardivement, tu plantes ton exercice comptable. Et administrativement, c'est une honte parce qu'on le prend limite en joker parce que, oulala, on n'a pas réussi à s'accorder avant minuit, quoi. Tu vois, c'est quand même de l'amateurisme à tous les étages. Ça, c'est sûr. Et derrière, pour moi, c'est à partir de ce moment-là que Hérault comprend qu'il est au bout de son système, de sa com, qu'il n'y arrivera plus, puisqu'il y a les rumeurs de sa démission en janvier. Oui. Apparemment, c'est lui qui a proposé. Attends, on va peut-être écouter Olivier. À ce moment-là, les racks essaient de quitter le navire. Que ce soit Zubi, que ce soit Hérault, les deux, ils savent qu'ils n'y arriveront pas. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Attends, on écoute Olivier, après on rebondit. Qu'est-ce que ça me passe de tout ça? Je ne sais pas si tu as suivi le début. On parle de restructuration, de la phase 1 de McCourt. Au départ, c'était acheter des trentenaires, une équipe compétente. Et maintenant, on serait à la phase 2, mais on est encore sur la phase 1. Qu'est-ce que ça me passe, toi, de tout ça? Ben écoute, j'ai pas pu te suivre au début parce que j'ai quand même zappé. Ouais. Mais ce que je viens de voir et ce que j'ai encore appris récemment, apparemment, il y aurait une réunion mardi. Ouais, j'ai entendu ça sur Twitter. Après, moi, je me méfie parce que la semaine dernière, j'avais entendu aussi sur Twitter que mardi, McCourt allait annoncer la vente aux joueurs. Donc, bon, il faut attendre. Je pense pas pour la vente, mais je me pose la question de savoir si Hérault aurait pas démissionné. Ça, du fait qu'on on l'entend un peu moins parler ces derniers temps. Il y a une grosse réunion avec tous les employés. Avec tout ce qui se passe en plus pour les entraîneurs du centre de formation, il y en a certains qui sont partis. Ça fait beaucoup de voyages, beaucoup de personnes qui partent dans le club. Oui. C'est un peu inquiétant, on va dire. Ah ouais, c'est carrément inquiétant, ça c'est clair. Qu'est-ce que la formation dégraisse un peu, c'est peut-être moins inquiétant. Pour moi, s'ils veulent, enfin, on va dire que je les crois. D'accord? On va dire. Juste pour rebondir sur cette utile, moi, je l'ai écouté, Nasser Larguet, là, le responsable du centre de formation, et enfin, vu son CV, il a l'air très compétent. Donc, c'est peut-être lui. Apparemment, ça vient de lui. Moi, je lui fais confiance au niveau de la formation. Je pense qu'il veut s'entourer des meilleurs pour réussir. Donc, pour ça, je suis un peu d'accord. Moi, il y a un truc on va dire que je les crois. On fait vraiment une phase 2, on fait vraiment de nouveau du trading, voilà. Les résultats des jeunes à l'OM, ça m'a toujours étonné. Mais cette année, ça va. Il y a plein d'années où les jeunes, ils sont à la rue, quoi.
plein d'années où on est obligé d'acheter en masse parce que on n'arrive pas à dire allez, on va prendre 5-6 jeunes du centre de formation et puis on va les mettre au moins dans ce qu'on appelle la rotation, même si je n'aime pas cette expression-là pour le football. Donc du coup, et quand on en a, il nous faut une Boutoba, petite dédicace à lui qui a été joué dans un grand club, hein, c'est ça hein. Il est où Oui, il est un peu oublié. Ouais. Même Montpellier, on n'a pas voulu. Ouais. Et maintenant, il y a Liadji. Liadji encore. Liadji, je le trouve peut-être plus malin. Parce que Liadji, il a laissé une chance au club de le surpayer. Et ils l'ont pas fait. Étonnant. Mais après, quand tu vois la gestion des salaires par héros, je serais son agent, j'aurais fait pareil. 54 000 euros alors qu'il y a Strootman à 700 000. Donc, bon, c'est sûr. Ça. Et puis il y a Payet, même s'il a du mal à payer ses crédits. Mais quand tu prends un peu la physionomie du club, Marseille, c'est quand même un club qui a beaucoup plus nourri de gens qu'en termes de résultats sportifs. Ah oui, non, mais c'est sûr. Hein. Après, juste, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure là, sur la phase 2. Bon, on n'a pas encore fini la phase 1, mais juste pour une petite intro. Moi, j'y crois pas au trading de joueurs à Marseille. Pour moi, c'est pas possible. C'est que des jeunes joueurs, les lancer comme ça alors qu'ils sont pas formés avec un public passionné, extraordinaire, mais exigeant, qui connaît le football. Donc, si un jeune joueur qui n'est pas formé, il va louper 2-3 matchs, il va faire des mauvaises passes, des mauvais tirs, il va se faire démonter. Donc, ça va être compliqué. Donc, faire du trading à Marseille, moi, franchement, je n'y crois pas. Après, tu vois, il y a autre chose, c'est qu'on se contente quand même de moins qu'avant. Oui, c'est vrai. Il y a moins de rébellion qu'avant, c'est vrai. La première saison de Gignac, la toute première saison de Gignac, tu as l'impression qu'on va le crucifier à chaque fin de match. Ah oui, il a souffert. Le gars a souffert. Tout à fait. Tu prends la réputation qu'a Marley Haké ou qu'a Camara en ce moment, on est devenu plus cool. Ouais, parce après Marley Haké, il n'a pas beaucoup joué, quand il est rentré, il était bon, voilà. Mali, là. Mais Haké, tout le monde le dit, c'est notre futur grand joueur. Pourquoi pas c'est pas... Prends-nous des P7, faut y aller doucement. Avec Skiman qui sort quand même sur ses deux pieds du terrain à chaque fois, alors que dans le temps, il se serait pris petite mandale de la part d'un ancien du vestiaire, au moins parce que quand tu touches le ballon, fais un contrôle propre. Ouais, c'est ça. Et là, il y a quand même Twitter qui l'appelle, comment déjà, NR7. Oui, on va se calmer peut-être. Oui. Juste Olivier, juste pour, comme tu n'as pas vu tout, t'as pas tout entendu depuis le début, donc en fait, on refait l'historique du projet McCourt, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive, il met quand même beaucoup d'argent, hein, puisqu'il a mis 350 millions et 200 millions sur les transferts. Et là, forcément, il n'y a plus d'argent, quoi. Donc, alors oui, on va peut-être rebondir sur ce que tu disais là, justement sur les réunions, tout ça. C'est vrai que, alors, c'est un peu surprenant quand même. C'est vrai que tous ces remue-ménages, alors certes, il faut faire entrer de l'argent, puisque bon, on n'en a plus, mais c'est quand même inquiétant, quoi. Ça me pas bon. On est plutôt en fin de cycle, non? Justement, je me pose une question. Du fait que Kirill est toujours actionnaire à 5% du club, 5%, est-ce que McCourt n'ouvrirait pas le budget le capital pour que Kirill rentre dedans? Ça, on ne sait pas. On le saura un moment. Moi, après, pourquoi pas, mais quel est l'intérêt de rentrer de façon que minoritaire, quoi? Tu vois, c'est ça, il a 5%, il va rentrer quoi? 10, 20, 30%. Il va mettre de l'argent, mais il ne va pas pouvoir décider. Ça me paraît compliqué, quoi. En principe, quand tu veux mettre de l'argent, il faut que ce soit toi le patron, quoi. Je sais pas, pourquoi pas. On parlait aussi d'investisseurs américains qui viendraient aussi apporter aussi. En tout cas, il faut trouver des solutions. Parce il faut quelque chose. Tout à fait. Tu te rends compte, on va devoir vendre 60 millions d'euros et après, on ne peut même pas commencer le recrutement parce que 60 millions d'euros, c'est pour éponger les dettes et après, chaque vente, on va acheter. Donc, c'est chaud quand même. C'est compliqué en plus. Avec le 60 millions, etc. Moi, je pense qu'il faut quand même un truc, c'est qu'on a tellement entendu des chiffres déconnectés de la réalité. On a tellement eu des choses
Le hashtag VenteOM a tellement un peu flouté la situation financière du club. Parce qu'on entend un coup du 90 millions de ventes, d'un coup du 127 millions de déficit, qui ne prendrait pas en compte les recettes de l'année. D'un coup, on prendrait en compte certaines ventes ou certains retours sur investissement, etc. Pour moi, il faudra, avant de parler de budget transfert, passer la DNCG, déjà, savoir ce qu'on fait du FPF l'année prochaine. J'ai même pas comme sanctionné. Parce que là, mais moi, j'avais calculé, enfin, après ce que je lis là, où j'écoute sur Football Club de Marseille ou le Phocéen, etc., à la province, moi, j'avais compté 5 millions, hein, parce qu'en fait, normalement, il fallait arriver à moins 30 millions. C'était le fair play financier avait dit à la fin de saison, c'était moins 30 millions avant le Covid. Donc, c'était moins 30. A priori, d'après ce qu'ils disent, les pertes d'argent des droits télé qu'on a eu, bon, même s'il y a eu un prêt de l'État, mais ça rapporte un peu. A priori, il fallait compter 30 millions de plus. Je crois que c'était Football Club de Marseille qui en parlait. Donc, tu vois, on était déjà à moins 60 millions. Et si après, tu veux recruter, admettons 40 millions, c'est pas extraordinaire. Il y a Nice qui, eux, ils vont investir a priori 80 millions. Donc, il fallait vendre 100 millions pour commencer à. Tu vois. Et encore, tu n'étais pas hyper bien. Hein. Tu n'étais pas financièrement top. Donc, c'est vrai que. Après, compter sur des ventes, c'est un peu bizarre. Mais c'est un peu français. Parce que quand tu lis un peu la presse espagnole, en ce moment, je lis pas mal la presse espagnole. Hein, je suis sud-américain, donc l'espagnol, c'est ma langue maternelle, ça aide. Le principal souci des plus grosses écuries, c'est qu'ils ne savent même pas qui ils pourront acheter. En gros, le Real s'attend à un mercato vide. Ah bah oui, non, mais oui, tout le monde le dit. Hein. Soit tu as des génies, soit tu as et donc des tarifs qui sont mirobolants, quoi. Soit tu as des gars jeunes à la Camavinga. Et pareil, tu as tous ceux qui ont un peu de sous à investir sur cette année qui vont commencer à abattre leurs cartes. Le Bayern, là, ils ont acheté à plus de 80 millions. Je sais plus, j'ai pas vu comment c'était. Mais bon, mais le problème, c'est que déjà nous vendre 60 millions, voilà, mais ça va être compliqué parce que étant donné que, comme tu disais, que les clubs ils vont moins investir sur le marché parce que tout le monde a souffert, hein, à part les multimilliardaires Manchester City et un club que je ne citerai pas, vous m'avez reconnu, ça. Bon, voilà. Mais voilà, à part ces clubs-là, ben, tous les autres ils sont quand même en difficulté. Donc forcément, ils vont pas. Même les Anglais. En plus, le problème, c'est que il faudrait vendre 60 millions à la 30 juin. Alors, est-ce que ça va être repoussé ou pas? Ça, on ne sait pas. Mais comment on fait alors que les championnats anglais ont repris, le championnat italien a repris, le championnat espagnol, etc. Donc, en fait, le mercato, il va être décalé, forcément. Là, je pense que c'est l'UEFA qui va le décider début juin, enfin bientôt. Là. Mais du coup, on ne pourra pas vendre. Comment on va faire? Franchement, je ne vois pas. Moi, si tu veux péter le nombre de vues, je t'annonce que Germain est acheté par City 120 millions. Mais ça ne sert à rien parce qu'on sait tous qu'ils ne le feront pas. Tu vois, ça ferait péter le nombre de vues, hein, parce que c'est un peu le jeu en ce moment dans la Team OM, c'est d'inventer le truc qui te permettra de prouver la vente le plus facilement. Non, après, ce qu'on peut s'appuyer, là, j'avais vu le débat là, avec Jacques Baye, je ne sais plus dans quel média c'était, mais Jacques Baye, qui est très bien formé, puisque notamment il connaît Morgan Sanson, il connaît plein de joueurs, Mba Diang, il connaît aussi. Et il disait qu'a priori, c'était quasiment fait pour vendre Sanson. Bon, là, j'ai vu aujourd'hui sur le Phocéen qu'il voulait peut-être pas partir, Sanson. Bon, c'est un autre truc, mais que c'était quasiment fait à 99%. Sanson, ils avaient trouvé. Lopez, ils avaient trouvé. Et Bounassar aussi. Bon, après, c'est trouvé. Les joueurs aussi veulent. Donc, a priori, ils étaient à 40 millions, 45. Enfin, voilà. Mais bon, tant que c'est pas fait, ça peut. Et puis, tu les remplaces. Comment, pardon? Sanson, tu le remplaces par qui? Ah non, mais derrière, on est quand même dans une. Enfin, c'est pour ça aussi hein, que parler de vente, pour moi, parler de mercato, préalablement à l'analyse qu'on a essayé de faire et de la phase 1 et de la pseudo-phase 2, c'est délicat. Parce qu'on est quand même dans un cas où on sait qu'on ne sait pas anticiper. Bah oui. On n'a aucune anticipation. On va passer à Olivier, il reviendra.
et on fera peut-être, du coup, on reviendra peut-être dessus, mais c'est important. Vous verrez la vidéo là, que je suis en train de préparer, je vais la faire demain, enfin, ou après-demain, enfin, en tout cas, je l'ai quasiment fini. J'ai fait donc les recherches sur Olivier Piqueux, enfin, pas le seul, puisque effectivement, il y a des sites qui en parlent. Et vous allez voir qu'en fait, moi, je connaissais pas, enfin, comme ça, comme si Olivier Piqueux, bon, mais moi, je suis à Montauban, donc je connais un peu Olivier Piqueux qui a joué à Toulouse, mais sinon, à part ça, pas grand-chose. Et il y a un moyen, ce qu'il a fait, ben, en fait, ils te disent, il a le profil idéal, enfin, pour cette phase 2, hein, pas pour nous, l'OM, qu'on veut, un grand club, et avoir un réseau international et tout. Hein. Alors, donc, en fait, donc, ça fait 14 ans qu'il était à Angers, de 2006 à 2020. En fait, il a toujours eu des budgets hyper resserrés. Angers, voilà, ils n'ont pas de sous. Donc, il a toujours eu des budgets resserrés et il a toujours recruté, donc, soit à très bas prix, soit des joueurs libres, enfin gratuits, quoi. Et après, du coup, et en faisant ces recrutements-là, Angers, ça en est toujours sorti. Ils sont toujours restés en Ligue 1, quoi. Tu vois? Alors qu'il y a d'autres clubs, bon, mais ils ont du mal, quoi. Ils recrutaient des joueurs, mais ça suffisait pas. Donc, il arrivait à recruter des joueurs compétents pour ce niveau, bien sûr, mais pour la Ligue 1, ça suffit. On se maintient, évidemment, on ne joue pas à la Ligue des Champions, mais on est tranquille à peu près pour le maintien. Et ensuite, il fait des plus-values. Nicolas Pépé, il a acheté à Poitiers en CFA, alors je n'ai pas le tarif, je crois que c'est 500 000, enfin, bon, que dalle, quoi. Et il a revendu à Lille 10 millions d'euros. Jeff Rennes à Lille, 1,6 million à Arsenal, il le revend 25 millions à Lyon, plus éventuellement 5 millions de bonus. Karl Toko et Cambi, 1 million, il a acheté, il le revend 18 millions à Villarreal. Et après, il a acheté des Endo, des Sofia Kufal, des Tait, des Mangani, enfin, des bons joueurs qui ont bien réussi en Ligue 1. Et juste pour terminer, après un débat sur ça, vous me direz ce que vous en pensez. D'après ce qui est dit par les agents, hein, vous pouvez aller voir le site du Phocéen, il y a un article sur ça. Il a une grosse connaissance de la Ligue 1, de la Ligue 2, du National. Il travaille avec Yvan Lemay, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu peut-être dans les médias, l'agent marseillais. Et il est en relation avec Jorge Mendes, l'agent portugais qui est présent sur le mercato, enfin sur le mercato européen. Et dernier truc, j'ai 2-3 trucs, après je vous laisse parler. Apparemment, il sait faire avec les joueurs, il arrive à les charmer, à leur parler, à les convaincre. Il s'implique dans la stratégie à moyen terme avec l'entraîneur pour le centre de formation, pour l'équipe, donc relationnel avec AVB, indispensable. Et il fait du trading et il est fort en négociation financière. Regardez, je vous verrai la vidéo que je suis en train de mettre en ligne, avec le post de LinkedIn de Jacques Herrero, ben c'est lui, quoi. Enfin, il y en a peut-être d'autres, hein. Mais du coup, c'est totalement le profil, actuellement, parce qu'on n'a pas de sous. Donc, du coup, il faut rechercher des jeunes joueurs et libres ou pas chers pour ensuite les revendre. Donc, je comprends pourquoi ils vont vers Olivier Piqueux. Ça ne fait pas plaisir parce qu'on aimerait qu'il aille chercher Monchi ou Luis Campos, mais malheureusement, on n'a pas de sous. Non, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je ne sais pas, peut-être vu que moi je parle depuis tout à l'heure. Ah, vas-y, ouais, Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Justement, par rapport à lui, je me pose la question s'il ne viendrait pas avec 2 joueurs dans ses valises. Ouais, mais oui, pourquoi pas, oui. Bah après, il faudrait peut-être donc Santa Maria et Ait Nouri, vu qu'il nous manque un gaucher à Marseille. C'est des bons joueurs, oui, c'est sûr que ça pourrait. Après, bon, peut-être pour la Ligue des Champions, juste, mais c'était bons joueurs, c'est clair, assurément. Non, mais ça, c'est possible, hein, forcément. Il y a un truc, j'ai rien contre Angers. Hein. J'ai rien contre Angers, tu vois. Mais imaginons que tu lui files, allez, 50 millions à Angers. Et il va t'en dégoter de la pépite. Et puis de la pépite qui n'aura pas peur. Parce que tu vas aller chercher un PP, par exemple. Ouais. Tu vas lui dire, voilà, tu viens d'un tout petit club, on t'achète à temps, on te donne un salaire à temps, et puis tu vas jouer à Angers. Parce que l'objectif, c'est le maintien. Le gars, il va écouter. Tu vois. Et puis, c'est pas difficile pour lui parce que, mine de rien, il va aller chercher même en National 2. Hein, j'ai lu l'article du Phocéen. Il va aller chercher des joueurs en National 2 qui se sont un peu exilés un peu partout en Europe. Et puis, il va les ramener où? À Angers. Oui. Je comprends qu'il arrive à faire du trading à Angers. Maintenant, on est où? On est à Marseille. À Marseille,
poses tu poses un crampon sur la pelouse, c'est pas la même pression que tu as. Eh bien, tout à fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas. Parce qu'à Marseille, des jeunes joueurs, ça va pas être possible. Ou alors, si, quelques-uns, mais pas tout. Pas une équipe. Tu vois un peu le descriptif de ses premières années de Valbuena à l'OM. Bon, il y avait quand même encore des joueurs de caractère à cette époque-là dans le vestiaire. Donc, imaginons qu'on ait un AVB qui mette plus les formes. Ok, tu vas nous chercher. Il avait du mal au début. Ouais. Mais tu vas nous chercher un jeune comme, je sais pas moi, comme Pépé avant qu'il aille à Lille. Voilà, plutôt pas mauvais, physiquement intéressant, avec un peu de technique, avec un peu de créativité. Ok. Mais la première fois que son ballon va passer à 20 cm du but adverse, il va se faire tellement huer que moralement, faut le tenir à ce moment-là, tu vois. Et derrière, en plus, la seule fois où on a réussi ça, la seule fois où on a réussi un aussi beau coup de trading pour moi, c'est Drogba. Et il faut voir le phénomène que c'est devenu derrière. Tu vois. Donc pour moi. Il avait mis 17 buts à Guingamp, donc il n'était pas non plus. Oui, pas nulle part non plus. Mais même comme ça, à l'époque, Guingamp, on n'en parlait pas comme on en parle maintenant. Je veux dire, c'était chouette à Guingamp, mais il arrive, il éclate, il passe vraiment un palier qui ensuite, il a continué d'empiler les défis. Quoi. Le gars était un gars à défi. Il y a beaucoup de joueurs. Il n'y a pas peine. Il a éclaté. Ça va nous permettre pour moi peut-être de s'intéresser. Pour moi, Piqueux, un gars avec ce profil-là serait intéressant, mais dans l'équipe, on va dire, qui dépendrait d'un head of football pour qu'on ait enfin une vraie cellule de scouting. Chose qu'on est très mauvais, nous, à l'OM. Après, on est mauvais, mais pourquoi? Parce qu'a priori, je sais pas, tu as dû entendre comme moi les talks des différents médias marseillais, c'est qu'apparemment, la cellule de recrutement, elle proposait des noms. Elle proposait des noms, ils avaient réussi à dénicher des joueurs, et on les écoutait jamais aussi. Donc, oui, mais derrière, c'est ça. Derrière, tu ne dis pas, regarde, moi honnêtement, j'ai travaillé dans d'autres domaines avec beaucoup de ce qu'on appelle des comités exécutifs, des élus, etc., et des cabinets de recrutement. Un bon cabinet de recrutement, par semaine à un client, il doit lui fournir 10-15 noms. Ah oui, mais oui. Mais attendez, vous savez, le joueur d'il y a 3 ans, nous, on l'a vu passer, et puis pouf, on ne redise pas par exemple, tu vois. C'est comme. Attends, juste, je te coupe. Vas-y. Oublier, des fois on oublie. Lille ou Rennes, en fait, ils anticipent. En fait, là, Mbanyang, c'est justement, comment il s'appelle, Jacques Bail qui en parlait, puisqu'il le connaît très bien, Mbanyang, il disait, en fait, ils peuvent le vendre parce qu'ils ont déjà trouvé le remplaçant. À Lille, c'est pareil, Pépé, ils avaient déjà trouvé Osimhen. Et Osimhen, ils vont le vendre, ils ont déjà trouvé un autre. Donc, ils savent anticiper. C'est ça qu'il faut faire. Tu vois Morgan Sanson. À Marseille, non. Super joueur. Mais si tu as trouvé son remplaçant de suite, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il faudrait faire comme ça. Mais c'est vrai qu'à Marseille, ça faisait un moment que ça n'a pas été cette politique-là. C'est compliqué. C'est ça. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Moi, de toute façon, le trading à Marseille, je n'y crois pas. Mais malheureusement, c'est pour ça qu'on va peut-être essayer de parler un peu, alors, sans parler trop de rumeurs, parce qu'on n'est pas. De parler un peu de vente OM, c'est-à-dire que pour moi, vu la situation catastrophique qu'il y a, et que, effectivement, avec le trading, il y a peu de chances que ça marche, moi, je vois qu'une vente, qu'un rachat d'un investisseur pour espérer retrouver les lustres d'antan, parce que là, on est vraiment au fond du trou. Donc, moi, c'est pour ça que je vois que ça. Parce que, surtout avec cette équipe-là, avec Marc Courte, qui, lui, connaît pas le foot, qui ne s'intéresse pas, et qui nomme des... Là, tu vois, un aide financier. En fait, il a fait un cabinet américain, Donc, bon, il faut être peut-être en Europe et comprendre un petit peu comment ça marche. Et après, il nomme Jacques Arriero qui connaît rien au football. Donc, c'est compliqué. Et du coup, c'est lui qui va ensuite mettre Zubizarreta, etc. Donc, ça paraît compliqué,
Donc, à part que, évidemment, on arrive à vendre, le seul truc, c'est qu'on arrive vraiment à vendre énormément de cette idée, mais c'est très compliqué avec le coronavirus. Et là, on renfloue les caisses avec une équipe moyenne, on refait une Ligue des Champions. Bon, mais en fait, on n'a quand même pas énormément de moyens, quoi. Pour moi, si l'idée de vendre avait été dans l'ADN du projet de départ, on aurait vendu la moitié de l'équipe après la finale d'Europa League. Ah ben on pouvait vendre plus cher, c'est clair. À ce moment-là, on refaisait les comptes et refaisait une équipe de jeunes, quitte à les sacrifier sur la saison. De toute façon, la saison d'après, elle a été horrible. Ah ben oui. On a traîné tous les blues de tout le monde, que ce soit Rami, Payet, il n'y en a aucun qui était performant mentalement. Parce que d'une, on avait Garcia qui avait complètement cramé. De deux, les joueurs, le vestiaire, il avait explosé. C'est sorti plus tard. Après, on a su, il y avait des disputes, des dissensions, des choses comme ça. Et derrière, moi, c'est ce qui m'aura toujours étonné, c'est, et je te le disais tout à l'heure, si on avait gagné cette fichue finale, si on fait un peu de science-fiction, on gagne cette finale, on est donc reversé après en Champions. Qu'est-ce qu'on fait cette année-là? Qui nous avait prévu d'acheter? Il n'y a aucun nom qui s'est prévu. Quoi qu'il arrive, moi je vois ce que tu veux dire. Je pense que on aurait été catastrophique aussi, hein, puisque du coup, comme on n'avait pas anticipé. 0 point, mais tout droit. Ouais, voilà. Comme on n'avait pas anticipé et comme on ne s'est pas recruté, que Zubizarreta, c'est pareil, il ne sait pas vendre, donc ça aurait été la cata, hein, ça c'est clair. Je pense qu'on n'aurait pas, même avec beaucoup d'argent, on aurait fait n'importe quoi. Voilà, mais Zubizarreta, pour moi, c'est le même problème que Piqueux, mais à l'envers. C'est-à-dire que Piqueux, il arrive à faire du super boulot à Angers parce qu'il est à Angers. Et Zubi, c'est un super DS à Barcelone parce qu'il est à Barcelone. Autrement dit, il y en a un qui a l'habitude de conduire une Smart et l'autre qui a déjà l'habitude de conduire une Rolls. Et étonnamment, quand tu passes de l'une à l'autre, soit tu as l'habitude, soit tu te plantes au premier virage. Et le plus pour moi, pour prendre un peu une analogie avec le monde de la Formule 1, tu prends certains pilotes qui, dans des petites écuries, vont performer, vont faire des bons classements, mais quand ils vont arriver dans une très très grosse écurie, ils vont s'effondrer. Et ils vont plus arriver à rien. Pourquoi? Parce que malheureusement, et je pense que même Hero s'en est pas rendu compte, c'est que t'as pas besoin de grand chose à l'OM pour être complètement écrasé par la pression. Ah bah oui. Hero, en chopant la Ligue des Champions, la coupe dans le musée, et en la présentant au public, et en la présentant à ses joueurs, ben pour moi, il a fini de plomber son projet avant même qu'il ait commencé. Ouais, même McCourt, quand il arrive là, qu'il est à la mairie de Marseille, là, qu'il annonce, on va chaque année disputer le titre avec Paris. 3 fois sur 4, on sera en passe d'être champion. Tu ne peux pas nous faire croire ça en mettant 200 millions. C'est bien, ok, tout le monde ne l'aimait pas. Mais avec les transferts qui sont mirobolants, c'est pas possible. Enfin, donc déjà, on le savait, on entendait ça. Alors évidemment, les médias parisiens le disaient. Bon, on ne voulait peut-être pas les écouter parce qu'on s'est dit ils font ça pour nous casser. Mais malgré tout, on savait à nous que c'était du bluff, c'est pas possible. On ne peut pas titiller le PSG avec ces moyens-là. C'est impossible. Il faut vraiment un investisseur qui est saoudien. Voilà, mais sinon, c'est pas possible. Donc après, on aurait très bien pu, effectivement, bien utiliser cet argent avec un domaine sportif costaud, compétent. Je sais pas, un Rudy Voleur, un ancien du club qui a un réseau, Dragan Stojic. Bon, moi je suis fan, j'ai encore le maillot, là. Vous ne le voyez pas, la t-shirt. Bon, bref, non, mais c'est pour vous dire quoi. Des gens qui ont le réseau et qui connaissent le football et qui en plus connaissent le club. On aurait pu faire quelque chose. On pouvait faire vraiment monter en gamme et arriver en Ligue des Champions quasiment chaque année. Et du coup, à ce moment-là, tu as les rentrées d'argent et tu fais venir des joueurs et tu peux en vendre. Enfin, même sans titiller le PSG, on pouvait quand même être en Ligue des Champions, genre comme Porto, Benfica, Séville, je sais pas quoi. Enfin, ouais, mais derrière, si tu veux, à Marseille, tu aimes bien rêver. Demain, on te dit, on monte un projet Porto ou le fameux projet Dortmund. Moi, je signe tout de suite si on fait des parcours à la Dortmund en ce moment. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Moi, je me souviens encore, les gens, ils ont dit, oui, mais nous, on n'est pas faible comme Dortmund. Demain, c'est Henri Hérault qui arrive en te disant, on va faire du scouting sur la Ligue 2, les compétitions nationales,
ne serait-ce que d'aller dans les écoles de foot, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, et de trouver des gamins qui peuvent nous permettre de jouer, allez, la 4e place chaque année. On l'aurait Ça serait beau. Ah bah ouais, c'est sûr. Au final, ça suffit. Au final, ça suffit. Pourquoi? Parce que tu te dis, OK, donc là, on met combien? Allez, on a un budget de 200 millions. Tu mets 60-70 millions de scouting pour ramener 3-4 jeunes. Ça fait de la par rapport à ce qu'on a eu. Bien sûr. Et derrière, tu les encadres par un Payet, tu les encadres par un Baka à la rigueur à l'époque. Tu fais vraiment venir 1 ou 2 joueurs clés à chaque ligne. Bien sûr. Je suis juste bon sur Football Manager. Mais tu y passes des heures. Héros, il est arrivé. Le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis la pression tout seul. Et maintenant, il essaye d'enfumer tout le monde avec sa phase 2, qui correspond ni aux envies marseillaises. Voilà. J'avais oublié d'en parler de ça, mais c'est dans le Football Club de Marseille. C'est Mourad Arts, vous le suivrez. Il a fait une émission. Il est tout seul à un moment dans une émission, il parle de ça. Et il disait qu'en fait, Jacques Hérault, depuis 4 ans, il martelait, nous on fera jamais du trading, c'est pas notre c'est pas notre politique, voilà, etc. Mais il a vraiment martelé sur ça. Et puis là, hop, le trading. Donc c'est pas cohérent, quoi. Ça veut dire que, bon, soit c'est de l'incompétence, c'est possible aussi, ou soit, enfin, comme tu dis, bon, mais comme il voit que maintenant il n'y a plus d'argent et qu'il a fait que les erreurs, il cherche un autre truc, mais ça peut pas marcher, quoi, ça peut pas coller, quoi. Non. Donc on est mal barré, hein. C'est pas. Oui, non. Par contre, la question que je me pose aussi, c'est que là j'ai vu aujourd'hui, c'est tous les anciens qui sont en train de revenir, là, en train de parler de reparler de Marseille, vouloir revenir et tout ça. Donc il y a eu Olmeta, il y a eu là c'est Franck Sauzet. Ça me paraît bizarre aussi, quoi. Que tous ces anciens réapparaissent comme ça, comme par enchantement. Pourquoi tu trouves qu'il y avait une mauvaise décision? J'aime beaucoup Pape, hein, mais dès qu'il y avait une mauvaise décision ou une défaite de l'OM, Pape pointait le bout de son nez pour dire à quel point il avait été meilleur que les autres. Attention, hein, il a été meilleur que les autres, hein, mais derrière, les anciens à l'OM, dernièrement, je vois des gens qui me disent Dimeco DS. Il a été directeur. C'était une catastrophe. Qui nous avait fait venir Abel Braga, quand même. Oui. Et après, on nous dit qu'Abel Braga avait plus la classe que AVB parce qu'il avait accepté de ne pas être payé sur ses dernières semaines de salaire et ainsi de suite. Ouais. Les anciens pour revenir à ce qu'a dit sur Olivier, c'est que les anciens gloires de l'Olympique de Marseille s'offusquent de la situation, de la crise actuelle, c'est logique. Voilà, les gars, ils sont. Il y a eu Pires dernièrement qui a fait une émission où il n'a pas joué non plus toute sa carrière à l'OM, mais il vibre encore pour l'OM parce qu'il est passé là. Donc que les anciens joueurs veulent essayer d'aider, bon, ça je trouve que c'est positif. Mais après, effectivement, il faut les compétences. Voilà, c'est que après, comme je te disais tout à l'heure, peut-être un Rudy Vollard, c'est pas vrai, mais enfin, des anciens joueurs compétents, il doit y en avoir. Mais c'est sûr que prendre Basile Boli, bon, il nous a marqué le but. On est redevable pour l'éternité. Hein. Mais voilà, à un dernier moment, un directeur sportif, ça fait un peu peur, quoi, parce qu'il n'a pas d'expérience, quoi. Donc il faut un mix. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas d'anciens qui puissent parler de la culture club aux nouveaux joueurs, qui leur parlent de la spécificité marseillaise. Je trouve que ça manque. Mais après, il faut quand même aussi les compétences. Je suis un peu partagé, quoi, et un peu des deux, quoi, c'est sûr. Mais justement, toi qui parles de Rudy Vollard était ou est toujours, je ne sais plus. Il était directeur du Bayern Leverkusen. On va faire 10 minutes, un quart d'heure, après on va arrêter pour pas que ça soit trop long non plus. Il est toujours, il est un poste, donc tu vois, ça veut dire qu'il est, il est déjà dans le milieu, quoi. Alors lui ou un autre, je ne sais pas, enfin, c'est un exemple. Hein. Bon, je ne vais pas parler sur les réseaux, je me suis fait un peu allumer quand j'ai parlé de Jean-Pierre Bernès, donc on ne va pas en parler de truc, mais c'était pour montrer que voilà, voilà, mais qu'il y a de l'expérience, on peut trouver des gens compétents avec de l'expérience, voilà. Donc ils sont à l'ancien. Ce qui nous manque vraiment, c'est une ligne directrice. C'est revenir au propos même du débat d'aujourd'hui, qui est la stratégie. À quel moment
on a oublié qu'on était un top club. À quel moment on doit accepter, on va dire, de viser moins haut? Parce que rêvons plus grand, c'est pas nous. Hein. On n'a pas les sous. C'est le cas, on peut pas rêver gagner avec les champions. Par contre, moi, l'année prochaine, avec l'effectif actuel, quitte à être reversé en Europa League, avec un coach comme AVB et des gens qui auront envie de briller à l'Euro, c'est possible. Je suis pas si pessimiste que ça sur l'équipe. Bah, ça dépend qui c'est qui est vendu, en fait. Qui c'est qu'on vend, qui c'est qu'on arrive à vendre. Voilà, c'est que effectivement, si on vend tous les. Mais Sanson est dans la liste des noms que AVB garde. Comment, pardon, tu dis? Je pas entendu. Sanson, on parle de la vente depuis tout à l'heure, mais il est dans la liste des noms où AVB a dit c'est mes cadres. Donc c'est ça qui est extrêmement étonnant avec la communication du club. D'un côté, le potentiel à vendre, ça reste Sanson. Ouais. Ah ben oui. C'est Sanson. On les connaît, c'est Sanson, c'est Camara, c'est Kaletakar. Et bon, après Bounassar et Lopez, bon, c'est plus 10 millions d'euros, 10-12, quoi, mais les grosses ventes, c'est à part Strootman, si on arrive à le vendre, mais on n'y arrivera pas. Donc, mais voilà, mais oui, on les connaît. Après, ouais, moi, ce que je trouve étonnant. Une voiture qui consomme trop, tu n'arrives pas à la vendre. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Juste, ce qui m'étonne, là, alors après, c'est toujours pareil, parce qu'il y a des infos, des rumeurs, on ne sait pas trop si c'est vrai, si c'est pas vrai. Ou comme quoi AVB aurait eu la garantie de McCourt de garder les cadres, quoi. Moi, ça m'étonne parce qu'il faut faire entrer de l'argent. Comment tu fais, quoi? C'est ce que je te dis, il y a quelque chose qui est bizarre. Là, il y a un truc comme quoi Uber Eats est moins intéressé par le sponsorship maillot que par la communauté virtuelle de l'OM. C'est-à-dire que la majorité des supporters maintenant passent par Uber Eats apparemment pour commander leur repas devant les matchs et ils seraient intéressés par le retour sur investissement que ça provoquerait. Moi, je serais McCourt. Je prendrais une de mes sociétés, j'en ferais le sponsor maillot et puis je réinjecterais de l'argent comme ça. Mais je suis pas McCourt. Mais moi, je réinjecterais tout par des sponsors maillots, par une revalorisation complètement fictive. On a laissé faire le Paris Saint-Germain là-dessus. Pourquoi pas? Mais derrière, je suis pas lui. Quand on voit déjà le delta qui existe entre ce que versent les sponsors lyonnais et ce qu'on nous verse à nous, et surtout que l'année prochaine, on va un peu avoir un vrai parcours européen. C'est ça. C'est vraiment le moment à trouver un sponsor qui donne le plus. Il y a moyen. Donc, il y a une médiatisation qui est exceptionnelle. Donc, c'est vraiment là où. Mais c'est vrai que je crois que c'est 4 millions, enfin bon, bref, les tarifs. Mais par rapport effectivement à Lyon ou Paris, c'est dérisoire. Et puis Manchester United, etc. Enfin, c'est quand même, on a quand même une marque quand même qui est reconnue mondialement. Alors certes, on n'a plus le lustre d'un temps, mais quand même. C'est pour ça qu'il y a le Head of Business qui est censé faire. Et quand tu prends la communication interne qui est sortie sur le Phocéen, comme quoi Hero avait annoncé que Colette quittait ses fonctions de DG, pour moi, c'est lui le Head of Business. Et il va faire le lien entre toutes les plateformes du groupe McCourt pour justement essaimer la marque. Moi, j'y vois une possibilité. Ouais, mais pourquoi il ne l'a pas fait depuis le début? C'est ça qui est facile. Pourquoi depuis 4 ans, ils ne l'ont pas fait, quoi? C'est ça qui paraît fou, quoi. C'était. Les Américains sont là, normalement, ils ont un projet bien ficelé, tu vois. Voilà. Mais est-ce que maintenant le petit, pour moi, le caillou dans la chaussure de Hero en ce moment, c'est Alridge. Alors, on va peut-être terminer sur ça. Ouais, du quoi? Il faudra refaire un débat là-dessus, mais personne n'en parle. Et moi, j'attends le 30 juin parce qu'il y a trop de gens qui ont annoncé la vente et je crois que je vais me faire vraiment plaisir. J'ai quelques screens en réserve où je vais un peu me faire plaisir après le 30 juin, je pense. Ah oui, mais ça doit. Mais même, on peut commencer aujourd'hui, hein, puisque en fait, Gary Cook, sa mission s'est terminée hier. On sait pas ce qu'ils ont fait. Voilà, donc du coup, alors il y en a qui. Après, bon, on n'a pas toutes les ficelles. Mais moi, j'écoute souvent, alors, je me suis peut-être un peu incendié sur Twitter, mais j'écoute beaucoup Romain Canuti parce qu'il a une analyse vraiment pertinente. D'ailleurs, j'espère pouvoir l'inviter prochainement. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Pardon, ça va me revenir. Allez-y, continuez. Ah, t'inquiète. Moi, je vais pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps. Alors, on va arrêter. De toute façon, on ne fait pas plus d'1h15 pour. Ouais, parce que là, ça fait 1 heure.
Ouais, et comme ça, on va continuer, on fera d'autres lives comme ça régulièrement. Et effectivement, de toute façon, à partir du moment où tu commences à mettre ton nez dans l'organigramme de l'équipe, c'est tellement pas cohérent. Il y a tellement de bizarreries qui ont toujours existé de 93 à maintenant que tu n'en as jamais fini. Derrière, bien malin pour pardon, ouais. C'est qu'a priori, donc, d'après Romain Canuti ou d'autres qui ont analysé la chose, c'est que, a priori, et Cook, en fait, ils sont venus là comme conseillers de McCourt, parce que McCourt, il avait vu que Jacques Henriero, bon, finalement, toutes les missions que je lui ai données, il n'est pas très performant, quoi. Apparemment, Strootman, il a voulu le refiler gratuitement l'été dernier. Enfin, voilà, vraiment, il y a quand même des erreurs qui lui coûtent cher. Enfin, c'est lui qui met la poche, quand même. On a beau dire ce qu'on veut de McCourt, c'est quand même lui qui a mis 350 millions de sa poche, un quart de sa fortune, quand même. C'est quand même pas rien. Et donc, a priori, moi aussi, il appelle Gary Cook et Aldridge pour surveiller un peu ce que fait Jacques Henriero, et pour lui dire, bon, mais voilà, Jacques Henriero m'a envoyé un mail en me disant, je vais faire ça. Bon, moi, j'y connais rien en football. Frank McCourt, il n'y connaît rien en football. Bon, mais Gary Cook et Aldridge, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est cohérent ou pas? Ce qui n'empêche pas qu'effectivement, comme ils ont été dans plusieurs clubs, effectivement, à chaque fois, avant une revente, ils peuvent très bien aussi, il y a un club, un investisseur qui est intéressé, ce qui ne veut pas dire qu'il a fait une offre, attention. Hein. Voilà. Revoyez ma vidéo que j'ai faite. Hein. Donc, effectivement, OK, il y a un investisseur qui est intéressé. Gary Cook et Aldridge, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, donc, il étudie le truc. Et voilà. Donc, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, c'est que notre journaliste qui disait que peut-être sa fin de mission, donc hier, 31 mai, c'est qu'en fait, il a fait, lui, le tour des sujets que voulait voir McCourt. Et du coup, il ne va pas faire plus, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il part, quoi. Et Aldridge, c'est un peu pareil, a priori. Parce que, bon, il a un réseau en Angleterre, certes, mais c'est pas lui qui a forcément vendu des joueurs en Angleterre. Enfin, en tout cas, les surpayés. Non. Je pense que c'était plutôt ça, ouais, une mission pour McCourt, pour un peu l'aiguiller sur ça, quoi. Mais bon. Après, effectivement, on verra le 30 juin. Mais bon, comme beaucoup de journalistes ont dit, hein, c'est qu'avant d'arriver à une vente, il faut quand même un intérêt, certes, mais après, il faut une offre, après, il faut un audit. Alors, un audit, Gary Cook serait venu faire un audit, mais comme il disait les journalistes de Phocéen, c'est qu'au club de l'OM, il y a à peu près 100 à 200 employés. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient faire un audit, qui tous les jours vient éplucher les chiffres, il y aurait du personnel qui aurait été au courant, se réfuter, quoi. C'est ça. Oui. Voilà, donc c'est pas une vente pour cet été. Enfin, si ça arrive, tant mieux. Hein. Moi, je serais le premier à m'en féliciter. Hein. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vois pas trop d'issue. Mais bon, malheureusement, il faut pas y croire, quoi. C'est pas possible, quoi. Vous voulez terminer peut-être une conclusion? Qu'est-ce que vous voulez dire avant qu'on arrête le live? Nelson, qu'est-ce que tu veux dire? Et après Olivier, et après peut-être je sais pas. C'est vrai qu'on est bien avancé sur la stratégie pour voir qu'il n'y en a pas vraiment. C'est un peu la philosophie de ces dernières années au sein de l'OM. Et peu importe finalement les moyens, tant qu'on n'aura pas une vraie ligne directrice, on en sera toujours au même point à chaque intersaison. Donc du coup, peut-être commencer par là, plutôt que de rêver à des ventes ou à des mercatos clinquants, déjà avoir une vraie ligne sur 2-3 ans. Et une fois qu'on serait bien stabilisé, allez, on va dire dans le gros podium, dans les 5 premières places de Ligue 1 chaque année, à ce moment-là, se voir à notre place, en fait. Ce serait déjà vraiment très bien de la part de la direction. Ouais. Olivier, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu vois? Moi, j'en pense que avant qu'il parle de la phase 2 et tout ça, là, passer déjà à la DNCG, voir si on va passer à la DNCG déjà. Ok, oui. Ah, c'est bientôt. Parce que si on passe pas à la DNCG, on fait comment? On fait quoi? Ah, c'est la catastrophe, tout simplement. Ou alors McCourt doit réinvestir. Il n'a plus envie de remettre des sous. Il n'a plus envie, donc l'Olympique de Marseille va fermer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qu'il faut voir avant.
C'est uniquement ça. Attendre la DNCG, voir ce que la DNCG va nous dire. Moi, j'ai l'impression pour les supporters. J'ai l'impression qu'on est en 2015, tu vois, un an avant la vente où effectivement c'était la cata, il n'y avait plus de sous et du coup il fallait vendre à tout va, tout l'effectif il fallait vendre pour faire entrer de l'argent et essayer de recruter malin à petit prix parce que du coup on avait trop donné d'argent. Donc c'est encore pire qu'en 2015 puisque la situation financière est encore plus catastrophique. Hein. Puisque j'ai pas les chiffres, mais ils ont été donnés ici ou là. Mais à l'époque, c'était catastrophique, mais pas autant. Hein. Là, on est vraiment passé à un stade où c'est vraiment. C'est vrai que la DNCG, de toute façon, si McCourt il remet pas au pot pour la DNCG, et comme à part si on va évidemment au 30 juin, mais comme les mercato va sûrement être décalé, moi j'y crois plus. Donc, si McCourt remet pas au pot, ou alors s'il trouve pas un actionnaire qui mette un peu d'argent, comme tu as parlé, Beritz ou autre. Il ne pourra pas passer la DNCG, hein, c'est pas possible. Hein. Donc forcément, il faut qu'il trouve une solution. Donc ça, on le saura d'ici un mois, ça c'est sûr. Quoi. Écoutez, on va terminer. Quelle c'est la DNCG fin juin. Je crois qu'ils attendent après le. C'est pas après le 30 juin peut-être. Je sais pas. Il me semble que c'est fin juin et ensuite, théoriquement, c'est fin juin puisque c'est de là que tu sais si tu peux recruter ou pas. Ah ben oui. En plus par rapport aux clôtures des comptes. C'est au 30 juin, donc je ne sais pas si c'est un petit peu avant. Si, je crois que c'est peut-être un petit peu avant, mais il prévoit, on va vendre 10 millions, du coup ça comble le trou. Et après, en janvier, est-ce que vous avez annoncé en juin, est-ce que vous l'avez fait ou pas? Voilà, je crois que c'est ça. Mais le problème, c'est que ça risque d'être décalé, quoi, avec la réouverture des autres championnats. Donc, on ne sait pas trop. Et de toute façon, je crois que l'UEFA, a priori, va se réunir d'ici une semaine, je crois. Donc, c'est eux qui vont dire. Sur le FPF, de toute façon, c'est flou. Pour moi. Ouais. Passer la DNCG, c'est une étape compliquée. Si derrière, imaginons, le FPF est vraiment autant assoupli qu'ils le disent, à ce moment-là, on verra ce que fait McCourt. Pour moi. Voilà, mais s'il a vraiment envie de s'investir dans le moyen terme, ou alors c'est qu'il veut vendre les joueurs avant de trouver un investisseur. Parce que... Et voilà. On va terminer là, on refera une live. Merci d'être venu, c'était très très intéressant. Merci Nelson, merci Olivier. D'autres viendront, mais il y en a qui. Merci à toi. Écoutez, qui n'osaient pas trop peut-être parler, mais peut-être ça les rassurera de voir comment est l'ambiance. Écoutez, voilà, c'était très intéressant, très enrichissant. On en fera régulièrement. Hein, quand on pourra. J'ai un peu compris la technique à un moment, je crois que je n'avais pas cliqué sur le bouton. Lancer le live, donc c'est peut-être pour ça dans StreamYard. Mais bon, bref, donc on y arrivera. Merci à vous et puis je vous dis à bientôt. Voilà, n'hésitez pas à bientôt. On communique par Twitter, par Facebook. Tout à fait. Allez, à plus tard. Au revoir. Merci à vous. Merci aux autres personnes qui ont suivi le live.